Merci Assoumben Tchoub, Soir d'Info, seconde partie qui reçoit aujourd'hui Khadim Bamba Diagne, économiste. Bonsoir Khadim Bamba, merci d'être venu. Merci beaucoup Binta, bonsoir et bonsoir à vos téléspectateurs. Voilà, nous allons aborder en premier lieu la ZLECAf dans ce contexte de pandémie qui a été quand même mise en œuvre depuis le 1er janvier 2021. Aujourd'hui, si on doit résumer, est-ce qu'on peut parler d'un grand marché africain? Tout à fait. Si on se départisse du règne de l'urgence et de la tyrannie de l'immédiat, je ne vois pas un projet aussi intéressant, aussi important que la zone de libre-échange pour les pays africains. Parce que nous avons un marché de 1,2 milliard de consommateurs avec 2500 milliards de PIB, des pays qui dépendaient mais vraiment tout de l'extérieur. Si on met en place un marché commun avec les stratégies qu'on a mis en place, c'est vrai que dans un premier temps... Et quelles sont les stratégies qui ont été mises en place? Alors, le fait que maintenant, on avait des petits ZLECAf, des petites zones de libre-échange, par exemple au niveau de la CEDEAO, au niveau de SADC, ainsi de suite. Maintenant, il y a une zone pour toute l'Afrique. Et cette zone-là va permettre aux Africains de pouvoir, par exemple une entreprise sénégalaise, de pouvoir avoir un marché de 1,2 milliard de consommateurs. C'est-à-dire que même si on vendait à $1 un produit, l'entreprise peut faire en fait 1200 milliards de chiffre d'affaires. Ça veut dire que ça va augmenter la productivité des entreprises. Tout à fait. Donc, mais dans un premier temps, à court terme, ça peut être un peu difficile pour certains pays, pour certaines entreprises, mais ça va favoriser d'autres. Mais à moyen et long terme, c'est quelque chose de bénéfique pour toutes les entreprises. C'est pour cela que je me dis que... Mais est-ce que tous les pays ont adhéré à cette ZLECAf? Bon, il n'y avait qu'un seul pays, Érythrée, qui n'avait pas ratifié, en fait signé, dans un premier temps. Mais le problème, ce n'est pas à ce niveau. Dans un premier temps, ça va être compliqué, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que simplement, il y a quelques défis à relever. Quels sont ces défis? La connectivité en Afrique, c'est la première chose. L'Afrique n'est pas très connectée avec l'Afrique sur le plan digital, sur le plan physique. Vous savez très bien qu'acheter une marchandise en Chine est 6 fois moins cher que de l'acheter en Afrique. Simplement parce que nous n'avons pas mis en place des infrastructures de transport, surtout en fait, les infrastructures routières, les infrastructures ferroviaires, aéroportières, portières. Donc la connectivité du continent, je pense que ça c'est des défis majeurs qu'il faudra relever, mais aussi surtout le défi de la gouvernance de notre continent. Le principal problème que nous allons avoir, c'est la gouvernance. C'est-à-dire? Je vous donne un exemple très simple. Vous voyez qu'on a changé la constitution en 2017, on a pris certaines décisions. Les décisions qu'on a, les mesures que je pense qu'on a apportées en 2017 posent problème en 2019. Problème d'interprétation. C'est-à-dire qu'absolument rien n'est encore clair. Donc il faudra que les hommes politiques aussi jouent le jeu. C'est-à-dire que ce soit les hommes politiques, que ce soit les universitaires, les intellectuels, la société civile, tout le monde, surtout les entreprises, tout le monde doit mettre la main généreuse derrière pour que ça marche. Parce que c'est l'avenir du continent qui dépend de cette zone-là. Maintenant, il y a un problème aussi d'harmonisation des mesures. Parce que nous sommes parfois dans une zone où certains ont un système anglophone, d'autres un système francophone. Chacun avait sa façon de voir les choses, même avec SADC, CEDEAO, Afrique centrale, l'Afrique du Nord, on avait du mal à échanger entre nous. Mais ça va prendre du temps pour régler tous ces problèmes. Mais c'est pour cela. Est-ce qu'ils ne sont pas allés trop vite en besogne en lançant quand même cette zone de libre-échange? Moi, je suis un progressiste. Je pense que la meilleure chose, c'est qu'il faut qu'on démarre avec quelque chose, qu'on rectifie les erreurs. On n'a pas le temps d'attendre. Parce que dans cette union, dans cette zone de libre-échange, tout le monde gagne. Ça veut dire qu'il y a certains pays qui vont gagner, comme le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, à moindre mesure le Nigeria, le Kenya, dans un premier temps. Ce sont les grands d'Afrique quand même. Oui, ce sont les grands d'Afrique. Mais quand même, c'est pour cela qu'il faut, dans les négociations, que ces pays-là mettent en place des fonds de stabilisation pour aider les pays en développement, les pays les plus pauvres. Parce que dans cette zone de libre-échange, il y a des pays qui n'ont pas quelque chose à apporter sur le marché. Et je pense qu'il faut les aider, il faut les coacher. Parce que l'idée, c'est de créer maintenant une chaîne de valeur africaine. C'est pour cela que la perte est très faible par rapport au gain. Parce que l'idée, c'est quoi? Au Sénégal, par exemple, nous exportons beaucoup de produits de base. C'est-à-dire qu'on exporte des produits primaires
pour acheter des produits finis. Maintenant, avec cette zone de libre-échange-là, un autre pays peut acheter nos produits de base et transformer ce produit de base-là, commercialiser une partie de ces produits de base-là au Sénégal. Même les Chinois qui achetaient par exemple notre arachide, si l'arachide était destiné au marché africain, le Chinois n'a plus intérêt à fabriquer ce produit en Chine. Oui. Il est obligé de venir au Sénégal, d'ouvrir son entreprise au Sénégal, de recruter des Sénégalais, payer les impôts au Sénégal. Donc ça ne peut être que bénéfique pour le Sénégal. C'est comme si on va capter ce qu'on donnait aux autres continents pour sa transformation au niveau de notre continent. Parce que l'Afrique, c'est pas pour rien que les gens disent que l'Afrique c'est l'avenir. Oui. Parce que d'ici 2050, l'Afrique fera 2 milliards d'habitants. 2 milliards de consommateurs, un marché de 2 milliards de consommateurs, il n'existe pas au monde un marché aussi important, aussi dynamique, aussi intéressant que le marché africain. Mais est-ce qu'il y aura des échanges équitables quand on voit ce qu'est le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, le Sénégal par exemple, puisque nous sommes au Sénégal, qu'est-ce que le Sénégal a à proposer dans ce grand marché africain? Ce qui est intéressant à part les phosphates. Ce qui est intéressant nous avons du pétrole aussi. Oui, ce qui est intéressant avec cette zone de libre-échange, ça va pousser certains dirigeants à jouer sur la transformation structurelle de notre économie. Le grand problème que nous avons, c'est qu'on ne transforme pas. Oui. Il nous faut maintenant... Parce que nous n'avons pas d'industrie. C'est à qui la faute? Oui. C'est à nous aussi, c'est les politiques que nous avons mis en place. Il faut maintenant que nos États mettent en place des politiques de transformation pour apporter quelque chose sur ce marché-là. Et je pense que le fait de protéger, de permettre aux chefs d'entreprise d'avoir un marché de 1,2 milliard, il nous faut identifier ce qu'on appelle nos avantages comparatifs. C'est-à-dire sur ce marché-là, qu'est-ce qu'on va apporter? Il y a aussi des stratégies à protéger les entreprises naissantes dans la zone, qui est aussi quelque chose que le Sénégal peut demander. Mais je pense que le Sénégal a plus à gagner qu'à perdre sur ce marché-là. Oui. Il y a toujours... Qu'est-ce que le Sénégal va gagner? Parce que vous savez que au Sénégal, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises. Oui. Et ces petites et moyennes entreprises-là, si l'État joue le jeu en mettant en place maintenant, parce que avec la zone de libre-échange, tous les pays seront obligés de mettre en place des stratégies de développement endogènes. C'est-à-dire que l'État du Sénégal va penser à mettre en place une banque qui va permettre aux entreprises sénégalaises de pouvoir conquérir le marché africain. Parce que vous avez maintenant un marché de 1,2 milliard d'habitants. Et donc, pour l'équilibre, pour jouer sur l'intérêt de tout le monde, les autres pays vont tout faire pour que chaque pays puisse y trouver en fait leur compte. Et comme ce qui s'est passé en Europe, il y avait le Portugal, il y avait l'Irlande qui souffraient avant, dans les années 50-60, mais parce qu'il y avait une zone de libre-échange dans la zone euro, que ces pays-là sont tirés et sont devenus des pays développés. Donc je pense qu'il y a dans un premier temps, à court terme, des pertes pour certains pays, mais à long terme, tous les pays sortiront gagnants. Mais justement, au Sénégal, vous dites qu'on va miser par exemple sur les PME, PMI, mais nous sommes dans un contexte de Covid-19 où les PME quand même cherchent la queue du diable pour l'attirer. Est-ce qu'ils seront présents dans ce grand rendez-vous d'échange? Oui, vous savez que la Covid même a montré l'urgence de mettre en place cette zone de libre-échange. Parce qu'au début de la crise, tous les pays du monde se sont ramassés sur eux-mêmes. Oui. Chaque pays veut maintenant garder ses propres produits. Et si on avait des entreprises qui avaient besoin des inputs dans d'autres continents, ça allait être extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Ça pose maintenant l'urgence de la connectivité de l'Afrique. Oui. Je pense que... Il n'y a pas que la connectivité, il y a la gouvernance, vous l'avez dit. Il y a le problème de sécurité. Tout à fait, tout à fait. Mais tout cela maintenant, du moment qu'on commence à commercer entre nous, tout le monde aura intérêt à défendre l'Afrique. Vous savez que si les Nigérians, maintenant, s'il y a par exemple un corridor de Maroc à Afrique du Sud, mais tous les pays ont intérêt à surveiller ces corridors-là. Je pense que c'est l'Afrique qui n'aidait pas l'Afrique, c'est l'Afrique qui tendait la main à l'Europe, à la Chine. Maintenant, du moment que l'Afrique commence à tendre la main à l'Afrique, même si les Chinois veulent commercer avec l'Afrique, ils seront obligés de venir s'implanter en Afrique. L'idée, c'est l'argent qu'on dépassait dans les pays asiatiques ou bien dans les pays européens, c'est presque on va récupérer au moins la moitié. Parce que ces pays-là seront obligés de venir en Afrique, au moins pour pouvoir utiliser le marché de 1,2 milliard. Mais sauf qu'il y aura un rapport de force. Est-ce que les plus forts ne vont pas écraser quand même les plus petits, entre guillemets?
C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait un fonds de stabilité. Oui. Par exemple... Mais est-ce que ces pays sont prêts? On a quand même entendu que le Ghana, l'Égypte et l'Afrique du Sud sont déjà prêts à se lancer dans cette aventure. Oui, oui, mais est-ce que tout cela, ils sont d'accord pour ce fonds de stabilité d'abord? Mais c'est une obligation parce qu'ils savent très bien que dans un partenariat, s'il y a toujours des gagnants et des perdants, les perdants n'auront plus le choix de rester. Donc ils savent très bien que donc, pour que ça marche, il faut que ceux qui gagnent aussi en fait, puissent mettre en place des moyens de stabiliser vraiment la perte des autres pays. Et je ne pense pas qu'il y aura en fait qu'il y aurait des pertes énormes. Parce que le problème c'est quoi? Ce qu'on achetait des pays développés, ce qu'on achetait par exemple en Chine, on ne va plus l'acheter en Chine, on va l'acheter en Afrique. Donc ce sont des entreprises chinoises maintenant qui vont chercher quel pays installer. Est-ce que maintenant les pays ont des plateformes industrielles pour accueillir certaines entreprises européennes ou bien certaines entreprises chinoises. Donc c'est ça la compétition des pays africains. Maintenant, chaque pays africain doit revoir sa stratégie de gouvernance, doit revoir aussi ses politiques industrielles pour capter des investisseurs directs étrangers. Et donc, si vous captez des investisseurs directs étrangers, l'entreprise chinoise maintenant est à Dakar ou bien est au Sénégal. Maintenant, il lui faut de l'électricité, il lui faut des routes, il lui faut un port, il lui faut. Et ça, maintenant, c'est la gouvernance. Et c'est pour cela que maintenant, les pays qui ont une très bonne gouvernance de leurs ressources publiques, ce sont ces pays-là qui vont sortir gagnants dans un premier temps. Et on pense que ça va créer un effet, ça va stimuler les autres pour qu'ils comprennent que s'ils veulent tirer leur épingle du jeu, ils seront obligés de revoir leur système de gouvernance. Mais est-ce qu'à terme, ce grand marché continental pourrait concurrencer le marché européen? Mais tout à fait, parce que... Non, c'est pas... Vous savez, nous, notre moyenne d'âge, nous sommes très jeunes. Quand les gens disent que l'avenir du monde, c'est l'Afrique, l'Afrique, c'est l'avenir. Parce que nous avons une population très jeune. D'ici 30 ans, nous allons multiplier notre population par 2. Nous serons à 2,5 milliards d'habitants. Un marché de 2,5 milliards d'habitants contrôlé par les entreprises africaines. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui contrôlent notre marché, c'est des entreprises qui payent leurs impôts dans d'autres pays. Si les entreprises maintenant qui contrôlent le marché africain payent leurs impôts au Sénégal, au Nigeria, au Maroc, ça va permettre à nos États d'avoir des ressources financières. Et les hommes d'affaires n'ont pas de nationalité. Ils cherchent à maximiser leurs profits et à minimiser leurs pertes. S'ils voient le marché africain si prometteur, ils ne vont même pas se poser des questions. Maintenant, il faut mettre en place des stratégies pour favoriser les secteurs privés nationaux, afin que, quelque part, qu'ils résistent à la concurrence des grandes entreprises qui viendront, mais automatiquement. Est-ce que vous pensez que cette zone de libre-échange continentale peut prospérer dans une Afrique qui cherche toujours son unité? Oui, en fait, il y a deux choses. Certains pensent que l'Union doit être politique avant d'être économique. Nous avons essayé, en 1960, on a mis en place l'Union africaine, politique. Jusqu'à maintenant, on dit que l'Union africaine, c'est un syndicat de chefs d'État. Regardez les Européens. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Européens ont décidé de mettre en place cette communauté économique du charbon et de l'acier. C'est-à-dire que les pays européens se sont dit que toutes les guerres entre l'Allemagne, la France et l'Angleterre, c'est le contrôle du fer et de l'acier. Donc mettons en place un comité pour gérer l'acier et le fer en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce cas-là est devenu communauté économique européenne qui est devenue Union européenne et donc qui est devenue cette zone de libre-échange de la zone euro. Donc leur union était économique avant d'être politique. Nous avons commencé avec une union politique qui est devenue un syndicat de chefs d'État. Aujourd'hui, on commence une union économique. Moi, je pense qu'il faut que tout le monde mette sa Mais l'Afrique va avoir sa monnaie, l'Afrique va avoir son grand marché. Est-ce qu'ils vont nous laisser faire quand même? Je pense Ils ont commencé à critiquer d'ailleurs. Pour moi, c'est ça le défi, c'est ça la révolution. C'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est que les Africains maintenant ont commencé à réfléchir pour l'Afrique. C'est-à-dire que tout ça, c'est le travail des Africains. Donc, si l'Afrique commence à réfléchir pour l'Afrique, parce qu'on n'a plus ce complexe, on n'a plus ce complexe d'attendre à ce que les autres réfléchissent pour nous dire comment on va faire. Ce qui les dépasse, c'est que les Africains, 60 ans après, commencent à s'assumer. On va faire des erreurs. On va slalomer, on va quelque part vaciller. Il y aura des problèmes. Mais il faut qu'on tienne bon. Absolument. Pour moi, tout le combat, c'est quoi? Il faut qu'on tienne bon. Ça va être difficile parce que personne ne va dire que ça va être facile. Tous les pays vont tirer leur épingle du jeu. Mais il faudra qu'on puisse voir que ce sont les Africains qui ont mis en place quelque chose qui n'arrange pas les autres continents. Donc, ne serait-ce que pour ça, si ça arrange
pas les autres continents, ça veut dire que ça arrange l'Afrique. Oui. Et c'est que pour ça, je pense que nous tous, nous avons l'obligation. Oui, la pandémie est quand même venue tout chambouler. On va voir ce que ça va donner. Mais au Sénégal, déjà, économiquement parlant, ça ne va pas. Le président avait dit qu'on ne va pas tenir économiquement avec l'arrivée d'une deuxième vague. La deuxième vague est arrivée. On voit que économiquement, ça commence à... Il y a des problèmes. Ça ne tient pas et ça va être encore plus difficile si le président encore prend des décisions de couvre-feu, de confinement. Parce que vous savez que le problème du Sénégal, c'est que notre niveau d'endettement est très élevé. Oui. On est au bord des 70%. Le président s'est battu depuis 1 à 2 ans pour qu'on enlève ce plafond de 70%. Oui. On ne l'a pas enlevé parce que les autres pays comme la Côte d'Ivoire n'ont pas intérêt à ce que ce plafonnement-là soit enlevé parce qu'ils sont à 41%, 42%, premièrement. Deuxièmement, si le Sénégal continue comme ça, il va dépasser ce plafond. Et quel est le danger si on dépasse le plafond? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus lever des fonds sur le marché, mais on va lever les fonds très chers. Oui. Si on lève les fonds très chers, parce que les Sénégalais pensent que oui, l'État du Sénégal peut vous demander de rester chez vous après sortir de l'argent aussi facilement parce que nous, on pense que nos États ont les moyens de sortir de l'argent et les hommes font croire aux gens que c'est possible de sortir de l'argent. Vous pensez que Binta, ça fait plaisir à Macron que les Français meurent ou bien au président américain? Parce qu'à un moment donné, les États ont des limites. Oui. Ont des limites. Et si nous continuons à chaque fois de prendre des décisions encore de plus en plus difficiles, on va bloquer l'activité économique et on va créer des conflits. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est il y a un conflit de génération, sous peu, il y a un conflit de classe sociale aussi. Absolument. Parce qu'il y a les gens qui sont riches, qui gagnent bien leur vie, ils sont d'accord sur le couvre-feu, ils sont d'accord sur tout. Oui. Ils ne peuvent même pas comprendre comment les autres réagissent. Mais est-ce que ce n'est pas le contexte quand même qui l'oblige? On a vu la prolifération des cas. Mais c'est que on ne peut pas parler d'économie en étant malade. On vit dans une situation anormale. Oui. Ça dit que les gens réagissent comme si on vit dans une situation normale. Oui. C'est pas à l'État, c'est pas l'État, c'est pas du fait des erreurs ou bien des politiques de l'État. On vit une situation anormale, extraordinaire. Il y a un virus qui fait du mal dans des pays les plus développés, les plus riches, qui ont plus de moyens. Les gens meurent comme des mouches. C'est extrêmement compliqué, mais partout dans le monde. Nous sommes qui, le Sénégal? Vous pensez que les Sénégalais ne doivent pas mourir aussi comme tout le monde? Le virus est là, c'est compliqué. Mais ce qui est plus compliqué, c'est que les gens vont mourir 2 fois dans les pays en développement. Oui. Certains vont mourir de virus, d'autres vont mourir de faim. Et si l'État continue aussi à ne pas arbitrer entre l'économie et la santé a besoin d'argent, parce que chaque fois, ce que les médecins demandent, c'est de l'argent. D'où vient cet argent-là? De l'activité économique. Et qui gère l'activité économique? Les jeunes. Oui. Et aussi, il y a un autre conflit entre les jeunes et les personnes âgées. Oui. Vous voyez que... Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vivre avec le virus et s'adapter au contexte. Mais vivre avec le virus, mettre en place des politiques d'encadrement des personnes âgées et des personnes vulnérables. Oui. Mais Binta, on avait fermé tout quand on avait 10, 30, je ne sais pas, 50 cas. Oui. Aujourd'hui, on est à des milliers de cas. Vous pensez qu'on peut, si on faisait même ce qu'on avait fait l'année dernière, on ne peut pas avoir les mêmes résultats. Oui. Et donc, on a plus des milliers de cas. Il ne faut pas qu'on pense qu'on peut arrêter la mer avec ses bras. Ce qu'on peut faire, c'est mettre en place maintenant des stratégies de protection des personnes vulnérables, des personnes âgées. Mais le virus, et là où j'en veux aux médecins, c'est les études scientifiques qui manquent dans ce... Il n'y a pas d'études scientifiques sérieuses. Oui. La seule étude scientifique sérieuse que j'ai vue, entre griffes, c'est quand on a arrêté 44 personnes qui faisaient une piscine party, je pense, aux Almadies. Oui. On a testé ces 44-là, 4 avaient le virus. Ça veut dire que 10% de la population sénégalaise, il se peut que 10% ont le virus. Oui. Et donc, depuis quand? Et si on commence à chercher ces informations-là, on peut savoir quel est le niveau de développement de ce virus-là au Sénégal. Il se peut que des gens peuvent même prendre la piqûre tout en étant immunisés depuis longtemps. Mais qu'est-ce qu'il faut, Khadim Bamba Diagne, pour ne pas mourir économiquement? Pour ne pas mourir économiquement, le président de la République doit faire... On avait quand même tablé sur l'agriculture, la production était bonne. On avait annoncé une embellie économique en 2021 avec un taux de croissance un peu stimulé, mais... Tout dépend des décisions du président de la République. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui est certain, nous sommes à un niveau où, si on continue comme ça, sous peu,
ça va être extrêmement difficile pour l'État du Sénégal d'avoir les moyens, parce qu'une fois que, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de recette. S'il n'y a pas de recette, l'État est obligé d'emprunter. Si l'État continue à emprunter, il va dépasser les 110%. Et si l'État dépasse, il faut laisser les gens continuer leur activité et mettre en place des politiques de protection des personnes âgées. Mais il faut laisser l'activité continuer. Ce n'est pas tenable. Oui. Nous avons 10 millions de personnes actives, 400 000 salariés. Les 9 600 000 vivent de l'activité. Et je ne pense pas qu'on a fait un arbitrage entre prendre des mesures et laisser l'activité. Parce que quand on gère un État, on gère des équilibres. Les médecins peuvent voir rester chez vous, c'est leur job. Oui. Mais l'économiste que je suis, c'est si vous ne laissez pas l'activité économique tourner, premièrement, l'État ne va pas avoir de recettes. Deuxièmement, les gens ne reçoivent pas de salaire. Oui. Et si les gens qui n'ont pas de salaire et qui ne vont pas recevoir d'aide, parce que l'État ne peut plus encore sortir 1 000 milliards pour aider les Sénégalais. Oui. Donc ces deux problèmes-là me poussent à dire à l'État, laissez les gens vivre. Laissez les gens Aujourd'hui, on a annoncé dans la presse qu'il se pourrait qu'on confine les week-ends. Est-ce que vous pensez... Ce serait une très grave erreur. Encore ce serait une erreur. Une très grave erreur parce Pourquoi? On ne doit pas... Quand en termes de... On vit un contexte extrêmement compliqué. Oui. Les médecins n'ont qu'à soigner. Oui. Gérer un État, c'est gérer les équilibres. Du côté médical, du côté social, du côté économique. Si on privilégie simplement les médecins, le danger peut venir ailleurs aussi. Oui, très bien. Khadim Baba Diagne, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous d'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.